Bienvenue dans cet épisode du Data Space, la réunion régulière des amoureux et des experts de la data. Aujourd'hui, je suis avec Dr Étienne Choly. Bonjour. Docteur d'ailleurs, bien joué. Merci, c'était pas évident. Ah ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. Compliqué de faire une thèse aujourd'hui ou... Je pense que ça l'a toujours été, effectivement. C'est quand même minimum 3 ans d'études après le bac plus 5. Donc c'est un sujet sur lequel on creuse pendant des années. C'est difficile, mais c'est vraiment une expérience extrêmement enrichissante et je suis content de l'avoir fait. Je me doute, et puis tu dois être fier après d'avoir pondu une Ouais. thèse de 193 pages. 193 pages, très exactement. Merci, j'y tiens. Ouais, c'est effectivement très très fier. C'était beaucoup d'émotions lors de la soutenance. Ouais, c'est vraiment génial, je m'en souviendrai toute ma vie. Et puis j'ai le titre pour m'en souvenir in fine. Génial. C'est quoi le titre de ta thèse d'ailleurs? Tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Conception, modélisation et implémentation d'un lac de données de son système de gestion de métadonnées, application à l'habitat social. Donc pourquoi application à l'habitat social? J'avais fait une thèse CIFRE, donc c'est pas une thèse académique classique. On est uniquement dans le laboratoire. En fait, c'est une thèse qu'on appelle industrielle. C'est un dispositif qu'on a en France, où en fait on est intégré à une entreprise. En l'occurrence, moi je l'ai fait dans l'entreprise Bialix. Et j'étais rattaché à l'université Lumière Lyon 2. Donc en fait, je faisais un travail de doctorant tout à fait classique, mais vraiment appliqué sur des problématiques réelles d'une entreprise, plutôt que d'être dans un projet académique un peu plus traditionnel. D'accord. Donc moi, c'est ce que je voulais faire à la base. J'avais fait une école d'ingénieur et j'avais fait une dernière année en double diplôme master recherche. J'avais fait mon stage de fin d'études dans une université, dans un labo de recherche. Et je voulais poursuivre en thèse, mais je voulais pouvoir appliquer ça directement dans une entreprise. Je savais qu'il y avait peu de chances que je me dirige vers le public à l'issue de la thèse, parce que le parcours classique, une fois qu'on a fait un doctorat, c'est devenir enseignant-chercheur, maître de conférence à l'université. Je savais que c'était un parcours qui m'intéressait un petit peu, mais pas spécialement, que je voulais plutôt aller dans le privé ensuite. D'où cette volonté donc, de faire une thèse CIFRE pour pouvoir directement m'ancrer dans les problématiques d'une entreprise. Et du coup, maintenant, tu travailles chez Data Galaxy? Absolument. Dans l'équipe Professional Services. Magnifique équipe, dont je suis très, très content de faire partie. Oui, donc je suis consultant pour Data Galaxy, consultant Data Gouvernance, donc ça me permet d'amener justement des compétences à la fois théoriques que j'ai pu apprendre durant ma thèse, mais aussi de mettre en application ça pour les différents clients avec lesquels je travaille. Ouais. Tu peux m'en dire un petit peu plus, définir ce que c'est un data lake aujourd'hui? Et j'ai pu lire un petit peu ta thèse. Bon, j'ai pas tout lu, hein, C'est normal. tu m'en excuseras, j'en ai lu une bonne partie, et notamment la mise en place d'un métamodèle MEDAL que vous avez transformé en Gold Medal. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Absolument, oui. Donc en fait, dans la thèse, on avait un postulat pour la définition de data lake ou lac de données, qui est un peu différente de la définition qu'on voit couramment dans les posts sur LinkedIn, les articles, etc. Puisque le data lake, on le voit souvent comme vraiment juste un espace de stockage pour des données extrêmement massives. Pour résumer ça de manière assez caricaturale, c'est en gros un Hadoop HDFS ou un S3 ou des choses comme ça. Ça, c'est la vision, on va dire, plutôt purement industrielle. Nous, dans la vision académique, on voyait ça plutôt comme un espace de stockage de données qui sont très variées. C'est-à-dire qu'on va avoir des données structurées, des données semi-structurées, des données non structurées, etc. Et donc l'enjeu n'est pas tant des aspects de pure volumétrie, qui finalement peuvent être traités par les technologies qu'on va choisir. Je pense par exemple à des technologies plus modernes comme Snowflake ou des choses comme ça, qui peuvent gérer des données très massives. C'est plutôt comment est-ce qu'on s'y retrouve avec des données qui sont très très variées. Et donc, ça implique d'avoir toute une couche de métadonnées, c'est-à-dire un ensemble d'informations sur les données qu'on a, où elles sont, à quoi elles servent, qui les utilise, comment, pourquoi, etc., pour pouvoir en fait s'y retrouver. Donc l'idée, c'est de pouvoir effectivement tirer parti de toutes ces données très variées qui servent à faire plein de choses, etc., mais d'avoir cette couche de métadonnées pour s'y retrouver très simplement. D'accord. Ensuite, tu m'avais posé la question par rapport à Medal et Gold Medal. Alors, ce sont effectivement ce qu'on appelle des métamodèles de métadonnées. Alors,
qu'est-ce que ça veut dire métamodèle? En Ouais, fait, ça c'est c'est intéressant. oui, donc un peu d'histoire. Le préfixe méta vient du grec qui veut dire en fait c'est pour avoir une couche d'abstraction supplémentaire sur le terme qu'on met derrière. Par exemple, métadonnées, ce sont des données sur les données. Voilà. Et donc, par exemple, un métamodèle, ça va être comme un mode. On entend souvent modèle de données, ou par exemple, on peut aussi parler de modèle de métadonnées. Là, en fait, on avait un métamodèle, c'est-à-dire que c'était quelque chose de très abstrait qu'on pouvait décliner sur différents modèles ensuite. Donc, on avait commencé par une première version qui s'appelait MEDAL, où on avait défini un ensemble de caractéristiques pour dire que telle métadonnée, telle information vont être pertinentes pour cataloguer les choses. Et l'évolution après était Gold Medal, et notamment Gold Medal avait bien plus de flexibilité et un niveau d'abstraction plus élevé, ce qui nous permettait en fait de vraiment pouvoir implémenter des modèles pour chaque cas spécifique. Donc on avait ce niveau très général, très abstrait, qu'on pouvait ensuite spécifier selon les besoins. D'accord. Donc, pour résumer, tu m'arrêtes si je dis une bêtise et je vais faire une analogie. Une métadonnée, c'est pour l'exemple, c'est tu prends une photo, c'est la donnée, Mhm. et la date où tu l'as pris, le lieu, la météo, la personne qui l'a prise, etc. Mm. Tout ça, tout ce qui va graviter autour de cette photo, c'est les métadonnées. Absolument, Donc c'est il peut y en avoir une infinité, un très quelque grand part. nombre, ouais, 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 très bien. effectivement. Ouais, ouais, Et donc l'enjeu, c'est de pouvoir gérer l'ensemble de ces métadonnées et d'implémenter du coup des métamodèles dans chaque entreprise qui vont permettre de classifier ces données plus simplement et de prendre des meilleures décisions, si je dis pas de oui, bêtises. on peut voir ça comme ça. L'exemple d'ailleurs de la photo est excellent parce que c'est quelque chose qu'on a tous finalement, hein. On a tous maintenant des smartphones qui prennent de belles photos, etc. On prend des photos de vacances, on prend des photos avec des amis, des choses comme ça. Et en fait, naturellement, par exemple, les photos, on va vouloir les trier. La chose qu'on fait la plus couramment, c'est par date. On Oui, va avoir les photos de l'été 2023, vacances hiver 2023, etc. Sauf que, imagine, un ami se marie et tu cherches toutes les photos où il y a cet ami-là pour préparer des photos un petit peu rigolotes à projeter le jour de son mariage. Alors oui, effectivement, si c'est un ami de longue date, tu connais, tu sais quand tu étais avec lui, tu peux aller rapidement chercher les photos. Mais imaginons que tu aies étiqueté les photos en disant qu'il y a telle personne, telle personne, telle personne. En fait, tu pourras les retrouver beaucoup plus simplement. ouais, tout à fait. Et donc, la date est une métadonnée, le fait d'avoir telle personne ou telle personne, c'est une autre métadonnée. Et d'ailleurs, qu'on ne s'y trompe pas, avec la révolution de l'IA en ce moment, on voit bien qu'on essaye en fait de pouvoir retrouver automatiquement qui y a sur les photos, etc. Alors, en fait, ça vient rajouter des métadonnées pour Oui, simplifier la recherche derrière. Apple qui va pouvoir mettre une reconnaissance faciale sur tes photos Oui, et qui va te dire, bah tiens, tu étais avec telle personne, la même personne qui s'appelle Mathieu X c'est ou ça. Monsieur Dupont avec telle date, telle date, telle Mm, date. absolument. Très Donc bien. l'enjeu, oui, c'est une fois qu'on a ces métadonnées, c'est que ça permet de chercher les informations très facilement, mais toute la complexité, c'est de générer ces métadonnées. Donc soit on les génère en fait lorsqu'on prend la photo, Mm. mais ça exige une grande discipline, il faut le faire et Belle rigueur aussi. belle rigueur, soyons clairs, on ne le fait pas tout le temps. Non, Ou justement maintenant, l'objectif, c'est d'avoir les IA qui vont le faire à notre place. d'accord. Mais donc la partie métamodèle, c'est assez intéressant parce que tu vas générer énormément de métadonnées, mais tu n'as pas forcément besoin de toutes ces métadonnées. Et le but Mm, du métamodèle dynamique, si je comprends bien, mm. va te permettre par entreprise et cas d'usage et surtout de problématiques qu'elles ont, de pouvoir créer un métamodèle qui va répondre à leurs besoins à instant T. Oui, Et donc de oui, pouvoir faire évoluer ce métamodèle oui. avec la maturité de l'entreprise. Totalement. C'est quelque chose qu'on dit souvent d'ailleurs chez Data Galaxy pour les clients. C'est que oui, on a un data catalogue qui permet de faire beaucoup de choses, mais ça ne sert à rien de documenter pour documenter. Il faut Ouais. prendre les choses dont on a besoin. Là, c'est le même principe. On prend les choses dont on a besoin. Chaque entreprise a des... Alors bien entendu, il y a des choses qui sont transverses, mais chaque entreprise va avoir des besoins spécifiques. Chaque entreprise va prendre les éléments qui l'intéressent. Le reste, pour l'instant, on ne s'en occupe pas. Et si demain, il faut faire une évolution, eh ben, on fait évoluer. Mais il faut se concentrer toujours sur le besoin. Très bien. Et donc, vous êtes allé un peu plus loin sur votre thèse, sur ta thèse aujourd'hui, notamment sur la partie data lake. Mm. Qu'est-ce que tu peux me raconter de plus aujourd'hui? Quels sont les challenges que tu as rencontrés, notamment sur la partie données? Comment tu as fait tes recherches? Comment tu es allé Mm.
Comment tu as pu avoir toutes ces informations et puis les recontextualiser dans ce besoin? Et surtout, quel était le besoin primaire aujourd'hui? Parce que tu as construit cette thèse enfin, documenté, enfin, je ne sais même pas comment on dit, réaliser une thèse, On si je peut peux dire me ça. permettre. C'est qu'il y a un problème à la base aujourd'hui. Est-ce que tu peux m'en dire Ouais, plus? Parce que j'avais vu que tu parlais aussi des parties data swamp, les marécages de données. ouais, Est-ce que tu peux m'en parler ouais, aussi ouais, de ouais, cette ouais. En partie-là? fait, alors, les motivations pour la thèse, notamment une thèse CIFRE, elles sont doubles. Elles sont à la fois académiques, puisque en fait, le principe de la recherche scientifique, c'est qu'on va avoir des publications qui sont accessibles à tous. Et en fait, chaque équipe de recherche va publier des résultats, faire des expériences, etc. Et en fait, une fois que ça a été publié, une autre équipe va pouvoir s'appuyer sur ces travaux et continuer à faire avancer les choses. C'est comme ça que ça fonctionne depuis des centaines d'années. Si tu vas sur Google Scholar, tu tombes sur les articles de recherche de certains chercheurs en maths qui ont écrit des algorithmes, des théorèmes qu'on utilise encore aujourd'hui. Il y a des choses qui datent d'il y a 100 ans. On trouve encore plein de choses. Donc là, ça, c'est toute la partie académique qui est en fait, pour moi, une sorte de contribution à l'échelle mondiale de faire avancer la recherche. Tout à fait. Et bien entendu, il y a le second enjeu qui est industriel, et qui était en fait, donc à l'époque c'était notamment pour Bialix, qui voulait en fait se développer dans la mise en place de services, et donc notamment d'avoir une plateforme de gestion de données. Et donc ma thèse s'est inscrite dans ce cadre-là, pour essayer d'apporter des éléments par rapport à cette plateforme, des aspects de réflexion. Donc j'ai pu aussi réfléchir sur des aspects d'architecture, etc. etc. Tu m'as parlé de data swamp, donc effectivement, ça c'est un terme qu'on retrouve dans la littérature. Ça va être, concrètement, c'est un lac de données sans métadonnées. En fait, D'accord. c'est-à-dire que si tu as plein de données diverses et variées, il y a destinées à divers services, avec diverses technologies, etc., mais tu n'as aucune information sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait, etc., et ben en fait, on se retrouve avec un marécage de données, c'est-à-dire c'est un lac désagréable, on va dire. Pardon pour l'image, mais c'est vraiment ça. Et en fait, c'est quelque chose d'inexploitable ou de très difficilement exploitable. Et finalement, si on prend vraiment la définition purement théorique, c'est ce que beaucoup d'entreprises ont aujourd'hui. Oui. Les entreprises qui se développent, qui ont des systèmes d'information legacy qui datent d'il y a 20 ans, des choses nouvelles, des migrations, mais on maintient aussi des choses, etc. On se retrouve avec plein de SI, plein d'usages, et quand on n'a pas encore fait toute une démarche de data gouvernance et data cataloging, et ben en fait, dans une entreprise, on a une espèce de marécage de données. Parce qu'il n'y a aucune visibilité. Aucune visibilité, tout est fait en doublon, il faut toujours aller demander à la personne, ah oui, mais ça c'est du legacy, on ne sait pas d'où ça vient, ah oui, mais ça, il faut demander à un tel, ah oui, mais là, il n'est pas là, il est en vacances. Où il Voilà. est parti de l'entreprise. Où il est parti, voilà, où il a disparu, des choses comme ça. Ouais, non, je comprends. Très bien. Donc aujourd'hui, on a vraiment un réel problème au niveau de ces marécages de données. Mm. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que aujourd'hui, on a des nouvelles technologies comme des lakehouse. Je ne sais Oui, pas si tu peux m'en parler aussi de oui. cette partie-là. Donc en fait, effectivement, le terme de lakehouse est arrivé assez récemment. Mm. En fait, historiquement, il se base sur la notion donc, de data warehouse, les entrepôts de données très traditionnels issus de la business intelligence. Donc c'est du très structuré avec des cubolabs, des choses comme ça. Et c'est la combinaison avec justement la notion de data lake, Mm. mais la notion, comme je l'ai dit au début, industrielle, c'est-à-dire uniquement les données massives, moins structurées. Typiquement, dans la définition du lakehouse, on voit le data warehouse comme vraiment la base de données transactionnelle, traditionnelle, voilà, des tables bien structurées avec des contraintes d'intégrité, et on voit le data lake comme une espèce de grand S3 avec plein de fichiers parqués. Et Voilà, on diverse tout, voilà c'est ça. Et tout ce donc qui n'est le pas structuré, lakehouse, allez hop. voilà, c'est ça. Et donc la vision du lakehouse, c'est d'avoir en fait les deux qui cohabitent. Alors après, est-ce que c'est le data lake qui alimente le data warehouse? Est-ce que c'est les deux qui cohabitent? Est-ce que c'est l'inverse? Bon, ça, chacun a toujours son interprétation. De toute façon, ça dépend des entreprises. Chacun a fait ce qu'il a pu, en fait, concrètement. Euh, Moi, personnellement, d'un point de vue plutôt théorique, je trouve que la définition de lakehouse correspond plus à notre définition académique de lac de données. C'est-à-dire que c'est un espace où on va avoir des données variées qui sont utilisées de plusieurs manières, peu importe, qui sont alimentées de plein de sources différentes. Et il faut
il faut une couche De- sémantique de métadonnées Ouais. pour s'y retrouver, quoi qu'il arrive. Donc que ce soit un data lake, que ce soit un lakehouse, que ce soit simplement une architecture d'entreprise, dans tous les cas, pour moi, il faut des métadonnées quelque part. Très bien. Donc aujourd'hui, tes bonnes pratiques, c'est d'avoir un data lake, mais bien documenté avec une belle couche de métadonnées. C'est ça. Et à chaque fois que tu vas déverser des informations, il faut qu'il y ait une bonne pratique de gouvernance de la donnée Mm. pour éviter ces marécages de données. Absolument. Et en fait, finalement, peu importe comment on appelle ça, peu importe qu'on appelle ça un data lake, un lakehouse ou je ne sais quoi, peu importe. Tout à fait. La réalité en 2024, c'est que les entreprises ont des données et les utilisent parce qu'elles ont compris que c'est un avantage concurrentiel énorme. Et au même titre que quand une start-up de 2 personnes finit par grandir, très rapidement, on prend un ERP pour savoir qui on a dans l'entreprise, gérer les fiches de paye, etc. Mm. Je pense que ça viendrait à l'esprit de personne d'avoir une entreprise sans ERP. Parce qu'on va gérer en fait les personnes de l'entreprise. Pour moi, aujourd'hui, les données deviennent aussi sensibles et aussi importantes que des personnes ou que une gestion de factures ou une gestion de logistique, si on parle d'une entreprise qui vend des produits physiques. Et en fait, pour moi, c'est tout aussi important. C'est-à-dire que les métadonnées sont des ressources qu'il faut prendre en considération de manière extrêmement importante. C'est-à-dire que voilà, si on est une entreprise qui fait la logistique, qui vend des produits, ne pas traquer qu'est-ce qu'on vend, son inventaire, les livraisons, etc., ça paraît complètement délirant. Pour moi, aujourd'hui, une entreprise, elle a plein de données, et ça paraît délirant de vouloir exploiter ces données-là, de vouloir en tirer quelque chose, en tirer de la valeur, sans une couche de métadonnées pour s'y retrouver. À minima, un data catalogue, en fait. Et bien documenté et à jour. Exactement. Parce que derrière, Ouais. tu peux avoir des éléments qui sont mal documentés ou pas à jour, et donc la qualité de la donnée Oui. est mauvaise. Et donc si tu te branches dessus pour faire du reporting, tes reports ils sont complètement faux parce que ta qualité elle est pas bonne, Et parce que c'est tu n'as sûr. pas eu les bonnes pratiques. Oui. Donc en fait, c'est tout un enjeu derrière, Oui. et d'où l'importance d'avoir un data catalogue qui t'amène cette visibilité et les bonnes pratiques associées à la mise en place typiquement de ce type d'architecture. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que juste décrire ce qu'on a, on va dire c'est déjà une bonne chose. Mais après, commence à se rajouter d'autres choses. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, la data quality. Ça veut dire pouvoir échanger avec l'utilisateur, ça veut dire pouvoir faire des liens vers des systèmes externes, etc. C'est très important d'avoir en fait finalement un système complet. Mm. Et j'insiste sur ce que tu as dit, les métadonnées, c'est un système qui vit. C'est-à-dire que l'adoption d'un data catalogue, comme par exemple Data Galaxy, c'est pas juste un one-shot. En fait, bien entendu, au début, quand une entreprise veut faire cette démarche, au début, il y a 15 ans, 20 ans de rétro-documentation à faire. Ça n'a pas été fait à l'époque parce qu'on commençait sur des petites bases de données, on tâtonnait, etc. Voilà, maintenant, il faut faire tout ça. Donc, au début, il y a une première phase qui est la rétro-documentation, et après, il y a un maintien en bonne condition opérationnelle du data catalogue et de la gouvernance de données de manière générale. Ça passe aussi par comment dire, ça passe aussi par une mentalité à avoir. C'est-à-dire que il faut comprendre que les données, c'est pas juste je fais mon script dans mon coin ou je fais mon petit reporting dans mon coin, etc. C'est maintenant, il faut vraiment s'insérer dans un contexte général, s'insérer dans un cadre, et il faut documenter les choses comme on le ferait dans d'autres secteurs. Par exemple, aujourd'hui, quand on fait de la livraison, tous les livreurs ont un outil qui permet de scanner les codes barres pour tout faire automatiquement, etc. etc. Ça viendrait plus à l'esprit de ne pas avoir ce genre de choses. Oui, En oui, fait, tout là, à c'est fait. pareil. Et l'objectif ultime, le Graal, ce serait justement de pouvoir générer des métadonnées de manière la plus automatique possible. Oui. Et peut-être que les IA, notamment les IA génératives, pourront nous aider à faire ça. En fait, assister l'utilisateur dans la création de métadonnées. Et enlever ce fameux principe rébarbatif de faire de la documentation. Oui, totalement, parce qu'on sait que c'est un frein, c'est pénible, ça c'est clair. J'en connais pas beaucoup des gens qui aiment bien faire la documentation. Ouais. Mais c'est un peu essentiel, malheureusement. Oui, et donc c'est ça, si on peut assister les gens, c'était justement le dernier chapitre de ma thèse, c'était une réflexion sur comment assister l'utilisateur dans la création de métadonnées, puisque c'est essentiel, et comment est-ce qu'on l'aide à documenter les choses. Donc on avait travaillé sur des petites méthodes statistiques pour essayer de trouver des similarités entre les données, essayer de dire « Ah, j'ai peut-être trouvé que le système dise « J'ai peut-être trouvé un lien entre ces deux données-là, peux-tu valider ou invalider ?» C'était, on va dire, une première ébauche. Mais les IA génératives qu'on a maintenant ont un potentiel énorme,
et pourrait peut-être aider à faire ça. Super. J'espère. Eh ben, écoute, c'était super intéressant. Merci Étienne d'être venu Bah, je pour t'en cet prie. épisode. Et puis je peux même dire merci docteur. Puis j'espère qu'on Je vous pourra en prie. j'espère qu'on pourra se revoir à un prochain épisode, qu'on puisse aller plus loin, parce que je pense qu'on est allé qu'en surface de ta thèse. Je pense qu'on peut aller encore plus loin, et donc Sûrement. ce sera peut-être l'objet d'un autre épisode. Avec plaisir, j'emmènerai le manuscrit. Eh ben, grand plaisir. Merci Étienne. Merci. À bientôt. À bientôt.